Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Dans cette première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent a priori plus facilement que d'autres. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Cette première partie du podcast Les petits pas vers de grands résultats dans lequel je reçois aujourd'hui notre experte Lauriane Legrand avec qui nous allons découvrir comment certaines méthodes d'apprentissage peuvent impacter nos résultats. Alors bonjour Lauriane. Bonjour Julie, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Écoute, avec plaisir, je suis super contente que tu sois venue. Donc Lauriane, toi tu es la fondatrice du Marathon des Langues, qui est la première école antiscolaire, et depuis 2017, tu accompagnes des milliers de personnes à apprendre une langue en 6 mois et pas en 10 ans, en utilisant des méthodes qui allient le coaching, le développement personnel, vraiment pour surmonter les blocages et prendre confiance en soi. C'est une méthode holistique dans laquelle tu proposes même à tes élèves des retraites de yoga parfois, et tu es également auteur du livre « Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans ». Tout à fait, on le voit un petit peu partout, mais parfait, bon, gère. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais ajouter ? Écoute, sur le pédigré professionnel, c'est parfait, je n'ai rien à dire. Merci beaucoup pour cette présentation. Après, peut-être un peu plus sur le plan personnel, je sais pas. Disons que je suis une personne qui adore la liberté. C'est ma valeur numéro 1 et je pense que c'est ça aussi qui a mené, qui m'a poussée à créer ce genre de projet. C'est que quand, en fait, il y a des contraintes, que ça ne fonctionne pas, que je n'y arrive pas, parce que moi, mon histoire, c'est que j'étais nulle en anglais à l'école, j'avais des 6 sur 20 et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je pensais que c'était moi qui étais nulle à l'époque et en fait, quand on me dit que je suis nulle dans quelque chose, je vais tout faire pour prouver que c'est faux. Et du coup, c'est ce qui m'a poussée à créer ma propre méthode pour moi, pour les langues et à prouver qu'en fait, je suis passée de nulle en anglais à polyglotte et en fait, dans tous les domaines de ma vie, c'est comme ça et tu vois, j'ai la même chose en ce moment pour la musique, enfin, en ce moment, ça traîne depuis un moment où on m'a dit que j'ai pas le sens du rythme, je sais pas chanter juste et cetera et là, je suis à fond sur cette compétence pour, la débloquer et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai cette valeur, liberté qui, quand il y a une contrainte, je la fais péter et j'aime être dans les grands espaces, j'aime être en nature, faire la randonnée, faire du trail, voilà, pour compléter. Mais toi, tu as une méthodologie qui peut s'appliquer dans différents domaines. Et en fait, tu as un peu répondu à ma première question qui était qu'est-ce qui t'a inspiré à créer le Marathon des Langues ? Donc, c'est un peu cet entêtement, si j'entends. C'est ça, c'est surtout, en plus, j'ai un truc qui me met en colère et je pense que moi, la colère, c'est un moteur pour moi. Même si pendant longtemps, j'ai essayé de la mettre sous le tapis. En fait, j'ai envie de voir le côté positif de ça, c'est de me dire, en fait, quand il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas et qui ne me paraissent pas logiques, bon après on a tous des logiques différentes, mais ça m'énerve, ça me met en colère et je me dis: «Mais pourquoi on continue à appliquer des choses qui ne fonctionnent pas?» Genre la méthode scolaire, je suis désolée, mais ça fait des années qu'on fait la même chose. On peut passer 10 ans à l'école et on n'est pas capable de parler anglais. Il y a un problème dans le système. Il y a un moment, il faut changer des choses et c'est ce qui m'a poussée à me dire: «Mais» à chercher à parler, avec des polyglottes, à comprendre le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de notre mémoire et tout ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'études qui avaient déjà été faites, qui datent depuis, même 1885 avec la courbe d'Ebbinghaus, un Allemand qui parle de la mémoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je veux dire, on a plein d'études, on a tout sous les yeux et en fait, moi, le travail que j'ai fait, c'est d'aller chercher tout ça, de les mettre, ensemble et me dire: «Mais j'ai vu la méthode se dessiner», tu vois? Donc j'ai répondu à mon propre besoin et voilà ce qui m'a menée à ça et en fait, à force qu'on me dise, qu'on me demande
mais attends, comment t'as fait? Toi, t'étais nulle en anglais à l'école et puis maintenant tu parles plusieurs langues, bah explique-nous. Donc du coup, j'ai commencé comme ça à en parler à plusieurs personnes et puis à coacher des gens gratuitement, tu vois, à propager ça et à me dire, mais waouh, en fait, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est comme ça qu'est née la méthode Marathon des langues. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas justement d'après toi dans la méthode traditionnelle? Ouais, pour moi, ce qui fonctionne pas, en fait, alors, je vois ça en deux piliers. C'est que, alors, si on prend le truc dans l'autre sens, à se dire, aujourd'hui, euh, les personnes essayent de parler anglais depuis 10 ans, 20 ans, voire plus, depuis longtemps, avec des méthodes qui fonctionnent pas forcément pour elles. Donc, ça fait des années et des années qu'elles essayent. Et pour moi, le problème numéro un, c'est que ça vient saboter la confiance en soi. C'est qu'on se dit, non, mais attends, ça fait des années que j'essaye, c'est moi le problème. Je suis nulle, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Tu vois, ça crée des croyances et ça crée c'est ce qu'on appelle au sein du marathon des langues des blocages émotionnels qui sont que bah, si la porte est fermée, ben, tu peux appliquer toutes les méthodes du monde, ça ne fonctionnera pas. Et nous, notre rôle, c'est d'aller taper dans cette porte, ouvrir cette barrière et dire, non, mais attends, en fait, le blocage émotionnel, en fait, c'est pas moi le problème. C'est juste que j'avais pas la méthode qui me convenait. Et que à l'école, on a la même méthode, si on peut appeler ça une méthode, pour tout le monde. Sachant qu'on est tous différents, on est tous uniques dans nos process d'apprentissage, même si il y a des fondamentaux d'apprentissage qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est peut-être pas très clair, mais je m'explique. Donc ça, c'est la première chose maintenant aujourd'hui avec toutes les méthodes traditionnelles qui respectent pas le fonctionnement du cerveau. Et deuxième chose, c'est qu'on n'a pas une méthode bah, justement qui respecte les fonctionnements naturels du cerveau. Il faut savoir que pour apprendre, que ce soit l'anglais, l'espagnol, enfin une langue, ou même de la musique, ou même peu importe n'importe quel apprentissage, il y a des principes fondamentaux à suivre qui sont, premièrement, et attention, ça va vous paraître révolutionnaire, qui sont la pratique. Quand on apprend quelque chose, si tu regardes ta guitare et que tu apprends les tablatures par cœur, mais que tu pratiques jamais, ben tu pourras pas jouer avec la langue, c'est pareil, tu as besoin de la parler pour la pratiquer. Et souvent, la croyance derrière ça, c'est, enfin, ce qui fait qu'on ne le fait pas, c'est que, un, ça fait peur. Ça fait peur de s'exprimer, ça fait peur de s'exprimer, mais en faisant des fautes, parce qu'en plus, en France, on a quand même ce truc du perfectionniste où on nous apprend à ne pas faire d'erreurs, et on le voit depuis l'école où t'as beau avoir 16, tu vois le rouge partout en priorité, tu vois pas tu vois les erreurs que tu fais en priorité, tu vois pas ce qui a été bien. Donc ça, je pense qu'il y a un truc d'éducation par rapport à ça, à mettre en avant l'erreur, alors que, tu vois, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, aux US, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que, factuellement, ils poussent à faire des erreurs parce que ça fait partie de l'apprentissage. Ici, on les diabolise. Euh, donc, il y a cette peur de s'exprimer, et du coup, on attend aujourd'hui d'être parfait dans la langue, de tout connaître avant de se dire, je vais me mettre à pratiquer. Mais en fait, ça fonctionne pas. C'est que tu as besoin de faire descendre les mots dans ta mâchoire, de débloquer la mâchoire, comme on dit, de pratiquer pour qu'ensuite tu puisses bah, t'améliorer parce que tu vas faire des erreurs, tu vas mal dire les choses, en fait, tu vas réduire le gap de comment tu imagines que le mot se prononce à comment tu le dis réellement. Et souvent, on imagine, on dit oui, bah ça c'est bon, c'est réglé. Sauf que c'est une illusion d'apprentissage, c'est une illusion de savoir. Donc ça, c'est le premier point, la pratique. Deuxième point, la régularité. J'ai peut-être anticipé pas mal de tes questions. Je sais pas si c'est OK, tu m'arrêtes, hein. C'est parfait justement, j'adore. Je me lance, je ne m'arrête plus. La régularité, une langue, ça s'apprend pas genre 2 jours par semaine, comme justement on peut le faire à l'école. C'est une langue, ça s'apprend tous les jours. Enfin, une langue, ou encore une fois, un instrument de musique ou n'importe quelle compétence. Tu veux courir un marathon, tu vas courir plusieurs fois dans la semaine. Tu vas pas courir une fois par semaine. Et là, c'est la même chose. C'est plus tu vas t'immerger dans le bain linguistique, donc tous les jours, plusieurs fois par jour. euh, c'est extrêmement important. Et troisième point, l'immersion.
C'est-à-dire que tu vas créer une immersion linguistique comme si tu étais à l'étranger, mais à la maison. Donc, ça va être ta TV, ta télévision qui va être tout le temps en anglais, les vidéos que tu regardes en anglais, la notice de ton shampoing dans la douche, tu vas la lire en anglais. Bref, alors non, ça sera pas parfait, tu vas pas tout comprendre et c'est normal. C'est juste, en fait, on a des neurones miroirs et en fait, tout ce que tu mets dans ton cerveau va pouvoir être retranscrit. C'est-à-dire que tu vois, quand on est bébé, si on sait parler, c'est pas parce qu'on a bouffé la liste des verbes irréguliers, ce n'est pas parce qu'on a appris un livre de grammaire par cœur en français, c'est parce que on a, avec nos neurones miroirs, absorbé tout ce qu'il y avait autour de nous pour les retranscrire. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, l'apprentissage est toujours le même, ça n'a pas changé, mais à partir du moment où on est rentré à l'école, on s'est assis sur nos petits bancs comme des sages élèves dans la sédentarité à apprendre par cœur. Sauf que l'apprentissage, il reste le même quand t'es bébé, quand t'apprends à marcher, quand t'apprends à parler. C'est dans le jeu, c'est dans l'interaction, c'est dans le mouvement. Et pour moi, apprentissage et mouvement sont synonymes, tu vois. Et, euh, et voilà. J'ai encore plein de trucs à dire, mais globalement, c'est ça pour synthétiser. Et justement, c'est quoi ta définition d'un échec et d'une réussite? Alors, je donnerai pas de définition parce que pour moi, c'est hyper subjectif. Ça dépend où toi tu mets le curseur. C'est-à-dire que toi, tu vas imaginer que ton échec, il est là, alors qu'en fait, la perception des autres va être un succès. Mais en fait, je pense qu'on a tous notre définition et encore faut-il la définir. Et ça, je pense qu'on est très nombreux, et je m'inclus dedans jusqu'à peu, où on se disait qu'on était en échec, alors on ne sait même pas ce qu'on met derrière l'échec. Tu vois, je vais te donner un exemple personnel. C'est que la première moitié de ma vie, jusqu'à trentaine d'années, première moitié de ma vie, ouais, un peu moins, mais bon, bref, j'ai toujours été dans la performance, toujours dans le combat. Et il n'y avait jamais de moment de plaisir dans ma vie. C'était vraiment, j'avais tellement peur de l'échec, justement, sans savoir ce que je mettais derrière l'échec, que j'étais tout le temps, voilà, je faisais du trail en permanence, je courais tout le temps, je courais, fallait toujours faire plus. Les langues, c'est pour ça que je me suis mis à fond dedans aussi, parce que je me sentais moins intelligente que tout le monde. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je prouve, bon, c'était inconscient, hein, tout ça, mais que je prouve que j'étais assez bonne pour que j'ai pas l'air un peu d'une fougère, tu vois. Enfin, c'était toujours prouver plus. Et pour moi, mon critère de succès à l'époque, et encore une fois, c'est avec du recul que je partage ça, c'était de montrer que j'étais assez. Tu vois, mais en fait, il n'y a pas de limite. Assez. Par rapport à qui, par rapport à quoi, En vrai, c'était mon histoire avec moi-même. On s'en fout, tout ça. Et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais me lâcher la grappe et arrêter d'être dans cette course permanente, pfiou, la course à pied, le trail, j'ai arrêté. Les langues, j'ai arrêté de me prendre la tête à essayer d'être parfaite dans toutes les langues que je parle parce que c'est pareil, c'est une course permanente. Les langues, si tu ne les entretiens pas, tu les perds. Ça reste un moyen de communication et pas un moyen de prouver que tu es assez, tu vois. Du coup, je me suis un peu lâché la grappe sur tout ça. J'ai fait une pause et j'ai repris le trail justement il y a quelques mois, mais en mode plaisir, tu vois. Et aujourd'hui, mon curseur, ce n'est plus la performance du je suis meilleure que machin ou je suis meilleure que moi-même. Mon curseur, c'est est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans le plaisir de faire? Pourquoi je fais les choses? Et là, en fait, c'est là où je définis mes succès et mes échecs. Et pour moi, l'échec, aujourd'hui, je le vois. Je sais même pas ce que je mettrais derrière échec d'ailleurs. Si l'échec, ça serait d'abandonner, par exemple, un projet qui me tient à cœur et qui justement alimente cette valeur de joie, je, je me dirais, bah mince, en fait, ça me met en joie, ça me fait kiffer mon quotidien. Pourquoi je vais abandonner ça, tu vois? Et pour moi, ça, c'est une mise en échec. Ok. Et Voilà. dans tes élèves, justement, c'est quoi les principaux blocages que tu peux rencontrer et comment est-ce que tu les aides à les surmonter? Ouais, les principaux blocages, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait d'avoir, je vais dire, de s'être saboté. C'est pas s'être saboté, mais d'avoir créé ce sabotage chez l'élève avec toutes ces méthodes traditionnelles qui te donnent tous le même cadre, peut-être packagé différemment pour que tu crois que c'est mieux qu'ailleurs, mais au final, on reste dans une méthode traditionnelle qui respecte pas ce blocage émotionnel et se dire, en fait, nous, 100% des élèves ou 99,9% des élèves viennent et nous disent,
je suis nulle, c'est pas fait pour moi. Quand c'est moi qui faisais encore les appels de candidature, c'était encore, je me souviens des élèves qui me disaient: «Non mais je vais être un calvaire pour toi, tu n'arriveras pas, c'est la dernière fois que je fais une formation en anglais, tu» enfin, ouais, c'est vraiment on est l'école de la dernière chance en gros, tu vois? Et moi ça, je l'ai vraiment intégré parce que j'ai été aussi dans le schéma à me dire: «Bah, je suis nulle, j'y arriverai pas et cetera». Mais j'ai, voilà la colère qui a repris le dessus à me dire: «Attends, faut que je trouve des solutions». Donc les principaux blocages, c'est ça et nous, en fait, notre rôle, c'est ça, c'est de en fait, non, ce n'est pas toi le problème. Donc, c'est permettre à l'élève de désapprendre tout ce sabotage qu'il a eu et lui faire comprendre que si, en fait, c'est possible et tu peux le faire et on va te donner les outils pour. Et en plus, le fait de l'intégrer dans notre pédagogie, le fait de le reconnaître, rien que de le reconnaître, dès la première semaine, il se passe un truc dans la tête de l'élève en mode, il y a déjà un déclic qui s'est fait, tu vois. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui commencent du coup à copier un peu ce modèle et tant mieux, tu vois. Le but, c'est que, bon, si je mets mon ego de côté à dire oui, c'est moi qui l'ai créé, ok, très bien. Mais en fait, la mission, c'est quand même de le partager à un maximum de personnes et d'enlever ce sabotage. Et tu sais, quand tu regardes les stats en France, tu as 72% des élèves qui parlent pas anglais en sortant de l'école. Donc, c'est quand même catastrophique. Vu que moi, je vois qu'il y a ce truc qui se déporte sur tous les autres domaines de ta vie, si t'as pas confiance en toi sur genre ce domaine, sur la langue, ben ça va se déporter sur les autres. Tu vois, si tu vois que tu débloques ton anglais alors que tu as toujours cru que c'était pas possible pour toi, ben, il y a un effet domino qui se passe derrière. Tu vois, je me souviens, je sais plus si tu l'avais rencontrée, Valentine, elle avait deux blocages, c'était l'anglais et la conduite. Le fait d'avoir débloqué sa mâchoire en anglais, derrière, elle a passé son permis, tu vois. Et il y a eu d'autres événements en chaîne comme ça. Donc ouais, c'est ça principalement. D'un côté, le côté émotionnel à lever et derrière, les accompagner dans la mise en place de la routine d'anglais, de la méthode à mettre au quotidien pour qu'elles puissent, ben, du coup, déjà débloquer leur mâchoire, parler anglais au bout de 6 mois. Euh, et surtout, derrière ça, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'on donne l'autonomie à l'élève de comprendre comment il a appris pendant ces 6 mois avec nous. Apprendre à apprendre pour être totalement autonome derrière. Comme je disais, j'ai une valeur de liberté qui est extrêmement forte et j'aime donner de la liberté aussi aux personnes qu'on accompagne. Parce que quand tu sais comment apprendre à apprendre, tu ne dépends plus de aucun organisme, aucun prof d'anglais, aucun. Tu sais comment faire. Alors oui, tu auras peut-être besoin de pratiquer avec des natifs, etc. Mais tu es maître de ton apprentissage. Et c'est ça qui me tient le plus à cœur, je pense. Et c'est une méthode qui est valable aussi pour l'atteinte de beaucoup de résultats dans plusieurs domaines. Maintenant, pour garder sa motivation sur du long terme, est-ce que tu as des outils en particulier à conseiller? Alors, le plus applicable, moi, alors, ouais, il y a plein de leviers de motivation. Vas-y, on va commencer par le premier. Bah, déjà, c'est avant d'essayer Enfin, ouais, la première chose à faire, ça serait de vraiment définir le projet. C'est pourquoi je fais ce projet-là. Est-ce que c'est pour faire plaisir à Tati Janine et auquel cas, la motivation c'est une motivation extérieure et ça, pour moi, c'est du court terme. En fait, c'est pourquoi tu fais le truc. En fait, ça allait gratter la raison émotionnelle du pourquoi. Donc ça, on l'entend tout le temps, mais pour moi, c'est un des piliers de la maison. Enfin, c'est les premières briques. D'aller et on peut faire l'exercice des 7 pourquoi pour aller chercher la raison émotionnelle. Ok, pourquoi je parle anglais? Parce que j'en ai marre d'avoir la honte au travail. Ok, mais pourquoi t'as honte en fait? Parce que machin. Et quand tu grattes comme ça, généralement tu vas monter un souvenir, peut-être un trauma d'enfance ou un job qu'on t'a qui est passé sous ton nez. Enfin bref, ça va aller activer un truc qui n'est pas très agréable et justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je veux le faire? Levier de motivation. Ensuite, c'est bah, d'être entouré. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'aime faire les choses seule, mais force est de constater qu'on est quand même câblé de cette manière, on est des êtres sociaux, et quand on est en groupe, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Donc, trouver un partenaire de motivation, ou tu sais, c'est un peu comme quand on décide d'aller à la salle de sport, hein. Quand on a du mal à se motiver, bah, tu prends ton partenaire et quand il y en a un qui est pas motivé, l'autre il motive l'autre, etc. Enfin, I got you back, quoi. On se motive l'un l'autre. D'avoir des gens qui sont dans les mêmes valeurs, dans la même vibe que toi.
Nous, c'est extrêmement important. Par exemple, dans notre programme, c'est pour ça que c'est sur candidature, on ne fait pas rentrer tout le monde. Et on veut que, en fait, les personnes se sentent dans leur famille, tu vois. Et du coup, tu te sens libre d'être toi-même, tu te sens libre de faire des erreurs, tu te sens libre, tu sais que tu ne seras pas jugé. Pour moi, c'est extrêmement important. Parce que, encore une fois, je trouve qu'on est une société en France très jugeante. Et du coup, ça nous empêche d'être pleinement nous, quoi. Donc, s'entourer. Et troisième point, bah, se faire accompagner par des experts, quoi. C'est tellement plus rapide quand tu stagnes. Alors, soit tu restes tout seul et tu tapes la tête dans le bocal en disant, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ou alors, t'en parles à ton coach. Ben, en fait, il est là le problème, t'as juste à faire ça. Ah ouais, d'accord. Et la semaine d'après, tu mets en place ces trucs. Bah oui, du coup, tu as des résultats plus rapidement. Donc, du coup, ça remplit ta courbe de la motivation. Et hop, dès que ça rebloque, t'arrêtes de galérer seul, en fait. Et ça, c'est pareil. Encore une fois, moi, avant, j'y croyais pas à tout ça. J'entendais ça tout le temps. Et le fait de l'expérimenter, mais ça va tellement plus vite. Tu vois, c'est comme le sport. Ce sera plus facile de courir ton marathon dans 6 mois quand tu auras eu ton club, tu auras eu ton coach qui t'aura fait ton plan d'entraînement et que les jours de pluie, ben, tu vas pas courir tout seul, quoi. Et là, c'est exactement la même chose. C'est un peu ce que tu appelles la méthode bottage de fesses, en fait. C'est ça, on aime le bonnage de fesses. Bah oui, parce que c'est plus facile quand c'est les autres qui te le mettent. Est-ce que tu aurais, enfin, tu nous as déjà donné pas mal d'informations sur le fait de pratiquer, la régularité, se poser des questions sur le pourquoi. Mais est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à une personne qui souhaite atteindre des résultats précis, mais peu importe le domaine, que ce soit au niveau justement, voilà, personnel, professionnel. Euh, alors, ouais, je vais aller sur la structuration. Structuration et planification. Alors, je sais que c'est peut-être pas des mots qui vont vous faire kiffer entendre. Donc, une fois que vous avez défini ce que vous voulez mener comme projet, le résultat que vous voulez atteindre, c'est de le mettre dans un planning. Parce que ce qui n'est pas planifié, pour moi, alors il y a cette phrase, je sais plus de qui c'est, mais c'est ne pas planifier, c'est planifier à échouer. Et parce que ça reste dans nos têtes, on se dit oui, bah, je le ferai quand j'aurai le temps, sauf que c'est jamais la priorité parce qu'il y a le quotidien qui revient toujours. Et là, l'idée, c'est de le faire passer en priorité, ce projet. Donc, se dire, OK, ben, je veux faire ce projet. Là, en ce moment, je suis pas très au clair parce j'ai mon quotidien qui est là, je fais plein de trucs, etc. Mais voilà, dans 3 mois, à telle date, tel jour, je le mets dans mon agenda, ça sera prioritaire. Et en fait, le fait de le planifier, de le mettre quelque part, ça sort de la charge mentale, ça sort de sa tête. Mais il y a un travail inconscient qui s'effectue en mode, ah, il est là, j'ai ouvert une case, tu vois. Donc, tu as ouvert une case, donc ça veut dire que tu vas commencer en tâche de fond à réfléchir à ce projet, à avoir des idées, à dire, ah ouais, j'ai envie de le faire. Enfin, ça va nourrir un truc. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça va nourrir un truc qui va faire qu'on va se préparer. Mentalement, on se prépare à démarrer ce projet. Ensuite, ça va être de planifier à quel moment vous allez bosser sur ce projet au quotidien. Et encore, on peut reprendre le pilier de la régularité. C'est pas 1 heure par semaine. C'est peut-être 10 minutes par jour. C'est peut-être 1 heure par jour. C'est peut-être 30 minutes par jour. À adapter selon votre quotidien. Et si c'est vraiment un projet prioritaire pour vous, la phrase je n'ai pas le temps, c'est du bullshit. Si votre priorité c'est de faire vos tâches domestiques, ben assumez ça. Parce que généralement, on se dit non, mais j'ai pas le temps. Ok, mais en fait, tu vas trouver des solutions pour trouver du temps pour cette priorité. Donc, même si c'est que 30 minutes par jour, tu mets 30 minutes par jour. Et si, par exemple, moi, j'aime bien fonctionner par trimestre aussi, euh, me dire, bah voilà, pendant ces 3 prochains mois ou ces 6 prochains mois, ça sera focus uniquement sur ce projet. Là, en ce moment, moi, mon focus, avant, j'avais tendance à mettre trop de trucs. Et j'ai l'impression que c'est un peu une tendance qu'on a tous parce qu'on surestime le temps qu'on a en notre possession. Et en fait, maintenant, alors avant, j'avais des listes de tâches comme ça. Maintenant, je focus sur 3 points. Mais par exemple, là, je sais que j'ai commencé enfin, ouais, au mois de juillet et je sais que jusqu'à la fin de l'année, mon focus, c'est mon accompagnement de chant. Et je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et je sais que ça me tient à cœur. Euh, mais en fait, il n'y aura rien d'autre. Et je vais être frustrée parce que moi, j'aime bien mener 50 000 trucs en même temps. Mais si je veux mener le truc à fond, ça sera focus là-dessus. Et je me suis formatée pour qu'il n'y ait rien d'autre. Tu vois, j'ai mon tableau blanc en face de moi. C'est écrit, je vois, c'est très clair.
juillet, août, septembre, etc. Et à tous les mois. Et j'ai envie d'écrire d'autres trucs en dessous. Non! Et c'est vraiment, je trouve, un travail aussi de se dire, le fait de le visualiser, de le voir, de l'avoir là sous les yeux, de dire non, j'ai pris la décision que ça serait ça le focus jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un exercice de planification, de structuration et est-ce que ça serait simplification ou de faire moins? Ça, je trouve que c'est pas intuitif aussi chez nous aujourd'hui dans nos sociétés. On a tendance à faire toujours plus. Et c'est en faisant moins qu'on fera mieux. D'aller vraiment se centrer sur les petits pas et vraiment de manière juste. Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler justement donc en quoi le marathon des langues se différencie des autres méthodes? Ouais, en quoi il se différencie pour moi, c'est on en revient c'est ce que je disais tout à l'heure, le blocage émotionnel. En fait, on va prendre en compte que ces personnes ont testé plein de méthodes, elles en ont marre. Elles en ont marre que finalement ça marche pas et qu'elles comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. Qu'on va les aider à aller chercher le blocage, pourquoi ça bloque, ouvrir cette barrière et derrière l'application de la méthode et de comprendre pourquoi j'applique cette méthode qui donne en plus l'autonomie. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Est-ce que tu peux justement dire où on peut te retrouver, comment on peut faire pour pouvoir accéder à ta formation, trouver ton livre? Carrément. Alors le livre, vous pouvez le trouver, chez votre libraire préféré, le mieux. Sinon, on est sur, la Fnac en ligne, on est sur, Amazon en ligne. La chaîne YouTube Marathon des langues, c'est là où on publie, chaque semaine, des vidéos avec, plein de conseils, gratuitement. Vous pouvez voir aussi les résultats de nos élèves, leur transformation incroyable parce que c'est pas qu'une formation d'anglais, loin de ça, loin de là. Il y a pour moi une grosse transformation intérieure, qui s'effectue au sein de ce programme. Donc YouTube, Marathon des langues et sur notre site web, Marathon des langues, où vous allez pouvoir retrouver, l'explication de la méthode, etc. Ok, super. Moi, je vais mettre de toute façon les liens en dessous. Et pour moi, avoir fait partie des élèves du Marathon des langues, je suis quand même passée du niveau A1 à B1 en 6 mois, donc promesse tenue. Et voilà, j'en garde un merveilleux souvenir. Il y a une plateforme de développement personnel, moi qui suis complètement passionnée, c'est vraiment juste une méthode adaptée. Et puis le livre, évidemment, qui est aussi un petit bijou. C'est très, très, très complet. Et donc, je ne saurais que le recommander. Merci beaucoup, Lauriane. Merci Julie. Nous voici à la fin de la première partie. Si vous avez envie d'en découvrir davantage sur le parcours entrepreneurial de notre intervenant, je vous retrouve le 15 avec les petits pas des grands entrepreneurs. Vous trouverez également les liens en commentaire pour pouvoir retrouver ces différents réseaux, sites et pages. Je serais curieuse d'échanger avec vous sur votre passage préféré. Puis, y a-t-il des questions que vous auriez eu envie de lui poser? Avez-vous eu une prise de conscience en particulier? Aussi, en fonction de votre canal préféré, en audio ou sur ma chaîne YouTube, laissez-moi des commentaires, des étoiles et surtout partagez afin de faire vivre ce podcast. Alors, allez-vous embarquer avec nous le 15 à la recherche d'informations et d'inspiration? Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons un présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.